Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, et partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information. À la une de l'actualité, visite du Premier ministre, chef du gouvernement au Conseil islamique du Mali, c'est jeudi 25 avril 2019. Et il s'agit pour le docteur Boubou Cissé de solliciter les bénédictions et l'accompagnement de son éminence, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, et l'ensemble de la Oumma islamique du Mali afin de relever les défis auxquels notre pays fait face. Les reportages signés Moussa Fomba Ibrahim Koulibaly. Après la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et culturel, c'est au tout nouveau président du Haut Conseil islamique du Mali de recevoir à son tour le tout nouveau Premier ministre chef du gouvernement. Une cérémonie débutée par la lecture du Saint-Coran. Conscient de la complexité de la mission à lui confier, notamment la crise qui secoue le centre de notre pays, ainsi que la révision de la Constitution annoncée, le Premier ministre ne perd pas de vue le rôle ô combien important des leaders religieux dans la stabilité du pays. Le docteur Cissé, à travers cette démarche, souhaite ainsi l'accompagnement et les bénédictions du Haut Conseil islamique du Mali. Félicitant ce dernier pour sa nomination à la tête du gouvernement, les leaders religieux, sous la houlette de leur président, son éminence Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, ont exhorté leur hôte du jour à une redistribution équitable des richesses en luttant efficacement contre la corruption avant de leur assurer de leur soutien. A noter que cette visite du Premier ministre fait suite à la série de prises de contact entamées après sa nomination par son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État. La rencontre a pris fin par les bénédictions du bureau du Haut Conseil islamique du Mali afin que notre pays retrouve sa quiétude d'antan. Le Mali, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, a célébré ce jeudi 25 avril la 12e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako, placé sous la haute présidence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sous les thèmes Zéro Pali, je m'engage. Reportage Amadou Kamara, Samatawari. Cette cérémonie de lancement de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme était couplée au lancement de la Semaine nationale de lutte contre le paludisme. L'édition de cette année était placée sous le thème suivant Zéro Pali, je m'engage. La Journée mondiale de lutte contre le paludisme, traditionnellement couplée avec la Semaine nationale, est sans doute l'occasion de fédérer les moyens et stratégies des autorités, partenaires techniques et financiers, les praticiens communautaires, informer et sensibiliser sur cette pandémie en vue d'atteindre les objectifs de l'OMS d'ici 2030. En cela, il faut saluer le thème de l'édition 2009, Zéro Palu, je m'engage. Thème qui a la particularité de l'autosaisine, à la fois individuelle et collective. Il appelle à cet effet à consolider et identifier les acquis au nombre duquel les traitements préventifs intermittents du paludisme chez la femme enceinte, la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants au moins de 5 ans et recommandé par l'OMS en mars 2012. Cette journée mondiale et semaine nationale de lutte contre le paludisme permet au programme national de lutte contre le paludisme et ses acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme de renforcer également la sensibilisation à l'endroit des ménages, des communautés et du secteur privé sur l'importance de la prise en charge rapide et correcte du paludisme. Cette journée a une importance très significative pour l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'elle revêt un caractère de sensibilisation et de prise de conscience de toutes les populations, où qu'elles soient, là où elles soient, pour pouvoir en tout cas essayer de donner beaucoup du sien dans la lutte contre le paludisme. Si nous voyons le cycle du paludisme, pour lutter contre lui, c'est un truc multisectoriel. Donc ça veut dire que ce n'est pas la santé en elle seule qui puisse lutter contre ce fléau, mais il y a également l'environnement, il y a tout le dispositif
qui permettent en tout cas d'assainir l'environnement qui est à considérer. La santé en ce qu'elle concerne fait beaucoup d'efforts partout en Afrique pour pouvoir éliminer cette maladie-là. Mais c'est en se donnant la main à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, depuis les familles, depuis les villages les plus reculés, que nous allons pouvoir parvenir à bout de cette maladie d'ici 2030. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Mali, il a indiqué que l'initiative américaine de lutte contre le paludisme a contribué à réduire de 49% la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Quant aux représentants de l'OMS, il a signalé que le paludisme reste une priorité mondiale et régionale car il continue de faire plus de 400 000 morts par an à travers le monde. Je viens des États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de connaissances d'Afrique. Et si je pose la question aux Américains, quel est l'animal le plus dangereux d'Afrique, quand ils vont répondre? Lion, crocodile, les serpents? Non. C'est ça. C'est le parasite de malaria, de paludisme. Il faut même un microscope pour le voir. Mais c'est ces petits animaux qui tuent presque 500 000 personnes par an, dont la majorité sont nos enfants africains. Alors le peuple américain, nous sommes très engagés avec le peuple malien dans cette lutte. Particulièrement dans l'initiative présidentielle contre le paludisme des États-Unis, gérée par notre programme de développement international de USAID. Nous sommes déjà engagés avec presque 270 millions de dollars pendant des années dans cette lutte. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est l'occasion de souligner la nécessité de poursuivre les investissements et de maintenir l'engagement politique en faveur de la lutte anti-paludique en 2018. Il a été enregistré environ 2 708 577 cas confirmés de paludisme au Mali. Je disais que c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'est une journée qui est fêtée traditionnellement le 25 avril de tous les ans. Et chaque année, c'est fêté. Et cette année, le slogan, c'est quoi? C'est « Zéro palu, je m'engage ». Alors cet engagement, il est d'abord individuel. Il faut que chacun d'entre nous puisse, n'est-ce pas, contribuer à lutter, n'est-ce pas, non seulement au niveau de sa famille, de sa maison, mais également de son quartier et pourquoi pas de toute la circonscription. Nous pensons que l'effet cumulé de l'engagement individuel de chacun d'entre nous peut nous permettre de bouter le paludisme hors de notre pays. Bon, disons que l'année dernière, nous avons eu plus de 2 millions de cas. Cependant, sur les 2 millions de cas, on a eu moins de cas de paludisme grave qui ont été diagnostiqués. Alors, cet effet, il faut le saluer, parce que ça veut dire que nos moyens d'investigation, nos moyens de diagnostic s'améliorent. Et nous sommes capables d'aller dans les zones les plus reculées. Et c'est en cette seule stratégie que nous allons pouvoir non seulement dépister tous les cas, assurer la prise en charge de ces cas, mais impliquer également le niveau communautaire dans notre stratégie de lutte. Et ça, c'est notre objectif majeur. Rappelons que le 25 avril a été institué par l'Assemblée mondiale de la santé en 2007 comme journée mondiale de lutte contre le paludisme, avec un objectif principal de renforcer le plaidoyer et la mondialisation sociale autour des stratégies de lutte contre le paludisme. Bien, autre actualité, ouverture ce matin à Bamako du deuxième dialogue régional politique du G7 en faveur du Forum global de l'économie sociale et solidaire. L'événement a été placé sous la haute présidence de M. Adama Sangare, maire du district de Bamako. Le point avec Mariétou Diallo et Draman Mali. L'économie sociale et solidaire pour une urbanisation maîtrisée et inclusive des villes africaines, c'est le thème de ce forum global de l'économie sociale et solidaire organisé pour la première fois sur le continent africain, plus précisément au Mali. Plus de 17 pays participent à cette rencontre de dimension internationale dont les travaux sont sous la houlette du maire du district de Bamako, M. Adama Sangare. L'économie sociale ou économie sociale et solidaire désigne, dans les contextes francophones, la branche de l'économie regroupant les organisations privées,
les entreprises, les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations, qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale. Face aux préoccupations sociales et environnementales de notre époque, l'économie sociale solidaire, à travers ses acteurs, apparaît comme le moteur pour la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, comme le vecteur du développement socio-économique durable, surtout dans nos collectivités territoriales. C'est pourquoi il faut nécessairement que les territoires s'investissent pour porter encore haut les drapeaux du réseau. Au cours de cette rencontre, nos échanges s'articuleront autour des objectifs suivants. Faciliter la construction d'une plateforme sous l'impulsion de la ville de Bamako qui assure la vice-présidence régionale de l'économie sociale solidaire, permettant un échange régulier d'expériences et de bonnes pratiques dans la co-construction des politiques publiques entre les collectivités territoriales et les acteurs de la société civile. Donner davantage de visibilité et de reconnaissance aux expériences des gouvernements locaux dans le domaine de l'économie sociale solidaire auprès des décideurs nationaux et internationaux. Sensibiliser les participants sur la contribution de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social au développement économique des collectivités territoriales en Afrique subsaharienne et francophone. Accompagner les gouvernements locaux de la région dans les co-constructions de politiques publiques répondant aux besoins et aux demandes des citoyens dans l'intégration de l'économie sociale et solidaire, dans les stratégies de développement économique, social, et identifier les domaines de synergie avec les autres sous-régions impliquées dans les activités du GIGF à travers le monde. Ces forums permettra aux collectivités locales de s'approprier, systématiser, partager les bonnes pratiques de l'économie sociale et solidaire. Il est aussi important que celles-ci bénéficient d'un accompagnement adéquat, de formation de qualité et d'un coaching afin d'apporter un service de qualité aux citoyens, d'où la présence des maires. Comment loger, nourrir, éduquer et soigner l'ensemble de la population urbaine africaine? Comment répondre aux besoins toujours croissants d'infrastructures, accès à l'eau, de transport, d'éducation, de logement, d'assainissement? Dépassées par l'ampleur des besoins, les autorités municipales des villes africaines laissent souvent la place à l'économie de la survie et de la débrouille. Et c'est ça le visage aujourd'hui de l'économie sociale solidaire dans la plupart des pays africains. Mais l'économie sociale solidaire n'est pas une économie informelle. Au contraire, l'économie sociale solidaire pourrait être et devenir une structure et une stratégie qui facilite l'intégration de l'économie informelle dans le formel s'il y a des politiques publiques qui facilitent cette transition et l'accompagnent vers un développement local, dynamique et innovant dans un environnement où les actions de développement local seront prises comme partie prenante des processus de prise de décision qui les affectent. La cérémonie d'ouverture de cette session a pris fin par une visite des stands. Les travaux se dérouleront les 25 et 26 avril à l'hôtel Kempinski. Maintenant, parlons politique, cette fois-ci en première région administrative du Mali. Justement, hier, nous vous en parlions dans nos éditions dans le cadre de la cérémonie d'inauguration de la route Ouassala-Mainandi, entièrement réhabilitée par le Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRV Mfasoko, à travers Samba Koulibaly, le dimanche 21 avril à Ouassala. Le secrétaire général de la section PRV Mfasoko de Bafoussam a saisi cette occasion pour rencontrer les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières du cercle de Bafoussam. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux, Amadou Kamara, Draman Mali, avec la voix de Moussa Fomba. Cette cérémonie d'inauguration de la route Ouassala-Mainanding s'est déroulée dans une ambiance conviviale de grands jours pour les populations de Ouassala et environ, mais singulièrement pour les autorités communales qui n'ont pas caché leur joie quant à la réalisation d'une telle infrastructure dans leur cercle. Les impressions, elles sont grandes et prometteuses. Parce que j'étais à la cérémonie, j'ai quitté ici à 8 h pour arriver là-bas à 9 h moins. Donc toutes les cérémonies se sont déroulées à ma présence. Donc j'étais heureux. Pas tout ce qui s'est fait dans la commune de Bafoussam. Durant notre mandature, ça fait partie de nos actifs.
Donc sur ce, je suis très heureux parce que j'ai beaucoup parcouru cette route bien avant que je ne sois maire. Au cours de son séjour, le secrétaire général de la section PRVM Fasoko de Bafoullabé a rencontré les autorités chrétiennes de l'église catholique et protestante qui ont été agréablement surpris par le geste de M. Samba Coulibaly à l'endroit de l'église lors de la célébration de la fête de Pâques. Coulibaly Samba, il s'est rendu à notre lieu de culte pour vraiment nous saluer. Et ce qui nous a beaucoup surpris, c'était son humilité. Il est venu, il est parti s'asseoir derrière une grande personnalité comme ça. Et vraiment, nous étions très émus, très émerveillés. Et c'est après qu'on s'est rendu compte que nous avons parmi nous une grande personnalité. Et à ces moments, on l'a invité à venir par devant et vraiment lui accorder quelques minutes d'interview. Et c'est à travers cela que nous avons su que nous avons un responsable qui est en face de nous, connaissant les lois qui régissent vraiment cette nation. Je voudrais parler ici de la laïcité et le futur député que nous avons en face de nous, qui ne fait pas d'exclusion, qui a de la courtoisie vis-à-vis de tous les citoyens. Le donateur a été très ému de voir en communion toutes les filles et tous les fils du cercle de Bafoullabé pour le bien-être des communautés. Nos mamans, nos frères et sœurs en toute quiétude pourront évacuer leurs produits sur les marchés de Maïna et Bafoullabé. Je suis convaincu que cette voie contribuera au développement socio-économique de Ouassala et de tous les villages environnants. La section de Bafoullabé du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, à travers cet entretien, veut juste démontrer qu'il est possible de faire autrement la politique. Pour Fasoko, la politique, c'est prendre les initiatives de développement qui tiennent compte des préoccupations majeures de l'ensemble de la population. En clair, le parti du chameau blanc et l'écoute du Mali profond. Au-delà du discours politique, PRVM Fasoko pose des actes concrets qui favorisent le développement. Mon combat est donner de l'espoir à la population du cercle, alors je sollicite humblement le soutien de tous dans ce noble combat. Si le cercle de Bafoullabé accepte de me faire confiance, en me confiant plus de responsabilités et de représentativité de toute la population, Bafoullabé deviendrait l'Eldorado de toute la région de Kaï, Inch'Allah. Applaudissez! Je ferai bouger les choses en attirant plus de projets dans le cercle pour réduire le chômage et lutter contre la pauvreté. Cet entretien routier n'est que le début. Avec la confiance, tout est possible. En m'adressant aux jeunes, je leur dirai de rouler avec prudence. A signaler que le PRVM Fasoko et son secrétaire général entendent intensifier les bonnes actions en vue d'améliorer les conditions de vie des populations locales pour faire du cercle de Bafoullabé l'Eldorado de la région de Kaï. Chants et danses des troupes et artistes de la localité ont clôturé en toute beauté cette journée. Se réjouissant de l'acte posé par le natif de Maïna, ils ont formulé des vœux à son endroit pour qu'il puisse continuer ses bonnes actions. Vivement d'autres initiatives salvatrices de M. Samba Coulibaly à l'endroit des communautés. Voilà, un clin d'œil à vous qui nous regardez depuis Maïna. Retour ici à Bamako où les travaux de la 18e session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'APCM se sont ouverts ce jeudi 25 avril dans la salle de conférence Gaoussou Fofana de la dite localité, placée sous le thème accès des artisans au marché public, facteur de développement de l'artisanat et de réduction de la pauvreté. La cérémonie a enregistré la présence des partenaires techniques et financiers ainsi que de plusieurs autres personnalités. On fait le point avec Fatoumata Yakane Baba Keita.
C'est par les mots de bienvenue du secrétaire général du ministère de l'Artisanat et du Tourisme que les travaux ont démarré. Cette rencontre regroupant les présidents des chambres consulaires du Mali, des cadres du secteur artisanal, vise à faire l'état d'avancement des activités tout en faisant les points sur les défis en vue de trouver des solutions. Le secteur de l'artisanat fait face à plusieurs défis ayant trait au dispositif organisationnel, au financement, à la fiscalité et à la promotion commerciale des produits et services et la protection sociale, pour ne citer que cela. Je puis vous assurer de la qualité des réformes entreprises conformément aux dispositions du règlement 01/2014 de l'UEMOA, du Code communautaire de l'artisanat, en collaboration avec toutes les parties prenantes représentatives du secteur de l'artisanat au plan national, sous-régional et même international. Chers artisans et artisans, concernant spécifiquement votre accès au marché public, je vous réaffirme l'accompagnement des autorités sous réserve que vous soyez organisés, unis et solidaires. Inch'Allah. Sous réserve que vous soyez unis et solidaires. Le président de l'APCMM dira que l'adoption des textes régissant les chambres de métiers par le gouvernement portant code communautaire de l'artisanat UEMOA contribue à la promotion des organes des chambres. Il a par ailleurs félicité les autorités du pays pour leur accompagnement à la réalisation du nouveau centre de ressources de l'artisanat. Mesdames, Messieurs les directeurs des services centraux et organismes personnalisés, ils sont très nombreux parmi nous, les directrices et les directeurs. Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, honorables invités, chers artisans et artisans du Mali, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, qualité, grade, tout protocole observé. Avant tout propos, je voudrais vous demander de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire des compagnons consulaires, M. Sékou Mamadou Sangaré, qui était parmi nous l'année dernière, M. Abdoulaye Touré et tous les artisans arrachés à notre affection. Avec votre permission, s'il vous plaît. La présente session se tient dans un contexte socio-économique très difficile, mais néanmoins qui a pu être surmonté par les artisans, et cela par leur engagement. Merci. Mesdames et messieurs, c'est fort de cette résilience et de cette responsabilité sociale que le gouvernement a inscrit le développement et la promotion du secteur au cœur des politiques et programmes de développement économique, social et culturel du Mali. Le représentant du ministère de l'Artisanat et du Tourisme s'est réjoui de la tenue de cette session. Il a également remercié les participants avant de procéder à la visite des locaux du nouveau chantier de l'APCMM. Je vous invite à faire preuve de clairvoyance au cours de vos travaux et à débattre sans complaisance ni passion des préoccupations majeures qui vivent notre secteur, l'artisanat, qui demeure un véritable levier du développement et un solide facteur de cohésion sociale sur l'ensemble de nos localités. Je ne pourrais terminer sans inviter les artisans et les artisans à être en partenariat synergique, nécessaire pour la pleine réussite de la deuxième édition du SIAMA, prévue du 7 au 21 novembre au Parc des Expositions de Bamako. Notons qu'au cours de cette 18e session consulaire de l'APCMM, les participants auront à plancher sur l'évaluation du rapport d'activité 2018 et l'adoption du plan d'action 2019, entre autres. Bien, maintenant, voyons ce qui fait la une sur la toile. C'est en plus bref et en image, une compilation d'Ahamadou Diarra. En RDC, la nouvelle architecture du Parlement est désormais dirigée par une dame. Sans surprise, c'est Janine Mabunda qui a été élue à la tête de l'Assemblée nationale congolaise ce mercredi 24 avril avec 374 voix sur 500 députés. Elle était la seule candidate après l'invalidation de la candidature de son challenger, Henri Thomas Lokondo. Et elle est donc la première femme élue à ce poste en République démocratique du Congo. C'est l'ex-président Joseph Kabila en personne qui l'a désignée candidate à ce poste, déjouant comme à son habitude tous les pronostics. Un choix jugé plutôt habile. Janine Mabunda a déjà derrière elle une carrière bien reconnue. Banque centrale, fonds de promotion de l'industrie, puis conseillère de Joseph Kabila en matière de lutte contre les violences sexuelles. Elle passe pour une femme compétente, pragmatique et au caractère affirmé.
Au Soudan, les discussions se poursuivent entre civils et militaires. À quelques heures d'une marche géante promise par l'opposition dans les rues de Khartoum ce jeudi 25 avril, une réunion s'est tenue mercredi soir au siège de la présidence. Résultat, les militaires annoncent un accord avec la plupart des exigences des leaders de la contestation. C'est avant tout un accord pour continuer à discuter. Ce qui était à craindre ces derniers jours, c'était la rupture des pourparlers entre la coalition civile représentant le soulèvement populaire et la junte militaire qui a renversé l'ancien président Omar el-Béchir. Ce mercredi soir, les deux parties sont convenues d'abord d'établir un comité mixte pour résoudre leurs différences. La feuille de route reste la même. Au Nigeria, le président de la République Muhammadu Buhari devrait se rendre ce jeudi en Grande-Bretagne pour une visite privée de source présidentielle. Une destination où le dirigeant s'est fait longuement soigner lors de son premier mandat. Monsieur Buhari, 76 ans, devrait quitter le Nigeria après une visite à Maiduguri dans l'état du Borno dans le nord-est, une région particulièrement touchée par l'insurrection des islamistes du groupe Boko Haram. À la fin de la visite, le président Buhari se rendra ensuite au Royaume-Uni en visite privée. Son retour au Nigeria est attendu le 5 mai 2019 selon le même communiqué officiel du porte-parole de la présidence. En Algérie, disparition d'une figure emblématique appelée Abbassi Madani, chef historique du Front islamiste du Salut, fils, parti islamiste algérien qu'il avait cofondé avec l'objectif d'instaurer le premier État islamique du Maghreb. Abbassi Madani est décédé ce mercredi à 88 ans au Qatar, où il vivait en exil depuis 2003. Il est mort dans un hôpital de Doha après une longue maladie. Monsieur Madani avait appelé à la lutte armée après l'interruption en 1992 par l'armée du processus électoral face à la victoire annoncée du fils aux premières législative multipartite du pays qui allait plonger l'Algérie dans une décennie de guerre civile dont le bilan officiel est de 200 000 morts. Actualité française à présent, tous les regards se tournent vers la nouvelle apparition télévisée du président de la République. Pouvoir d'achat, temps de travail, retraite. Le chef de l'État Emmanuel Macron dévoile ce jeudi un plan d'action pour relancer son quinquennat au cours d'une conférence de presse en début de soirée à l'Élysée. Emmanuel Macron face à 150 journalistes français et étrangers pendant 2 heures. La scène peut prêter à sourire tant sa relation est souvent tendue avec la presse. Mais la première conférence de presse du chef de l'État qui s'est tenue tout à l'heure dans la salle des fêtes de l'Élysée a bien un but, répartir sur de nouvelles bases pour la deuxième partie de son quinquennat, déterminé à reprendre la main 5 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes. Et enfin, aux États-Unis, l'ancien président Joe Biden, 76 ans, a annoncé sa candidature pour la course présidentielle de 2020 sur Twitter. Il a longtemps hésité à se porter candidat, mais garde tout de même le haut du pavé dans les sondages. À la différence de la plupart de ses concurrents démocrates, Joe Biden défend une politique plus centriste. Peu de gens connaissent les arcanes du pouvoir à Washington aussi bien que lui. 6 mandats de sénateur et 2 en tant que vice-président de Barack Obama, cela fait 44 ans, la moitié d'une vie passée entre le Capitole et la Maison-Blanche. De son côté, Donald Trump a réagi rapidement dans un tweet en mettant en doute la capacité de Joe Biden à gagner la primaire démocrate. Bien, ce qui met un point final à votre édition d'information de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, Abdelkarim Sako reprendra la main pour vous. Merci une fois de plus à nos téléspectateurs de Gabon. À très bientôt.